peu conventionnels, sortis d'argent en violation de la loi, donc au niveau du trésor public, du trésor général, au niveau du guichet général, au niveau du trésor de Nzayong, au niveau du trésor de l'aéroport ou d'Okala. Hein. Il y a un vaste réseau qui le fait. Je dois vous dire que c'est un réseau qui existe, qui est là bien avant la venue du général Oligui, mais qui a réussi à se maintenir grâce, si vous voulez, au passage de relais avec la nouvelle administration du général Oligui. Bon, déjà, il faudrait que vous sachiez que 98% de l'administration du général Oligui n'est rien d'autre que la même administration qu'il y avait du temps d'Ali Bongo ou du temps d'Omar Bongo. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes tant par leur origine, donc par les personnes qu'elles sont, ou alors ce sont les mêmes tant par le relais qu'elles ont passé à leurs enfants, leurs neveux, leurs cousins, leurs petits-fils. Donc il faut savoir qu'à ce niveau, il y a une solidarité qui demeure entre eux. Il y a une omerta également qui demeure parce qu'ils ont tous un dénominateur commun, l'argent. Dans ce réseau, ils s'appellent tous francs CFA. Dans ce réseau, ils s'appellent tous centaines de millions de francs CFA. Dans ce réseau, ils s'appellent tous milliards de francs CFA. C'est le langage qu'ils utilisent, c'est leur ADN, c'est la langue qu'ils utilisent. J'ai tenu à montrer quelques éléments pour montrer au peuple gabonais que malgré tout ce qui est dit par les nouvelles autorités, malgré tout ce qui est fait, soi-disant pour changer les choses par les nouvelles autorités, les mêmes pratiques demeurent. Les mêmes pratiques demeurent, la même impunité demeure. Et pourquoi j'ai tenu à montrer ces éléments? C'est pour vous montrer qu'en réalité, bien que le Gabon souffre de la mainmise des puissances étrangères, des puissances occidentales, bien que le Gabon souffre du fait que ses richesses ne lui appartiennent pas totalement, qu'il ne touche qu'une infime partie de cette richesse, il nous reste suffisamment d'argent pour construire notre pays. Il nous reste suffisamment d'argent pour faire en sorte que les hôpitaux fonctionnent correctement. Il nous reste suffisamment d'argent pour permettre qu'il y ait un salaire minimum intégré à la totalité de la population. Il nous reste suffisamment d'argent pour que même le Gabonais au chômage en quête de recherche d'emploi puisse avoir un revenu qui puisse lui permettre de subsister. Nous avons tous été choqués il y a quelques jours de voir cette mère à l'intérieur du pays amenant sa fille à l'hôpital, mais n'ayant pas de quoi la soigner, et elle s'est vue refuser l'accès aux soins et son enfant est mort dans les bras. Donc il faudrait que vous compreniez, vous tous, vous là qui couvrez le mal parce que vos parents sont impliqués, parce que vos frères sont impliqués, il faudrait que vous ayez en mémoire que lorsque vous détournez des deniers publics, ce sont des enfants que vous tuez, par manque de médicaments pour les soigner, par manque de matériel pour les soigner. Il faudrait que vous ayez en tête que lorsque vous couvrez et que vous caressez dans le sens du poil toutes ces personnes qui détournent des deniers publics ou qui font sortir de l'argent frauduleusement et qui légalisent leur frappe, il faudrait que vous ayez en mémoire que lorsque nous n'avons pas d'électricité parce que la SEG n'a pas d'argent pour pouvoir mettre son matériel aux normes à niveau, ou qu'il n'y a pas d'argent pour payer les fournisseurs et autres, il faudrait que vous ayez en mémoire que c'est vous qui êtes responsable. Il faudrait que vous ayez en mémoire aussi le fait que lorsqu'on vous demande de participer aux jeux politiques en sanctionnant tous les voleurs de la République, en sanctionnant tous ceux qui détournent les deniers publics, mais que plutôt que de le faire, vous préférez gonfler les rangs des meetings et autres parce qu'on vous a donné un t-shirt, parce qu'on vous a donné 5000 francs, il faudrait que vous ayez en mémoire que
ceux-là à qui vous permettez de justifier la forfaiture, ce sont ceux-là qui vous volent des centaines de mille. Quelqu'un me demande volume, je ne peux pas faire plus de volume, si ce n'est peut-être prendre le téléphone dans ma main. Donc je disais que lorsque vous allez dans ces meetings où vous avez des personnes qui, moyennant le transport, moyennant 5000, moyennant des t-shirts, moyennant des gadgets, lorsque, plutôt que d'être ferme, de ne pas participer à cette mascarade, vous préférez aller faire le nombre, faire la foule dont a besoin ces personnes pour justifier à l'international leur forfaiture, il faudrait que vous ayez bien en mémoire que vous permettez à ces gens-là de continuer de nous exploiter, vous permettez à ces gens de continuer à sortir des centaines de millions de francs, de milliards de notre banque, de notre trésor public, vous permettez à ces gens-là de prospérer à travers leurs enfants qui, venus de nulle part, les remplacent et continuent les fusions de sang. Voilà la réalité. Il arrive un moment où, lorsque nous, activistes, nous vous disons que le travail que nous faisons, c'est un travail d'éveil de conscience, vous êtes nombreux plutôt qu'à véritablement écouter ce que nous faisons. Vous préférez suivre et écouter les bêtises que beaucoup vous disent, oui, qu'ils le font pour le buzz. Pardon. Vous savez qu'il fait froid, donc je suis un peu chez le nez qui coule légèrement. Surtout que je fais le sport. Donc, je vous disais que certains sont là. Aujourd'hui encore, je discutais avec quelqu'un en inbox. Certains sont là pour dire, oui, mais vous les activistes, on ne sait pas, vous faites des choses pour le buzz. Vous faites des choses... Attendez, je vais me couvrir. Ouais les amis, là je suis à 3 degrés là, malgré le soleil apparent, sur Sabastille. Accordez-moi 2 secondes, le temps de remettre les gants et autres. Voilà, je pense que là ça va être un peu mieux. Ok, j'espère que là ça va, que vous m'entendez un peu mieux. Donc je vous disais que plutôt que d'écouter les mauvaises langues qui sont là à vous dérouter. Oh, ma frangine Gina, tu es là? Bonjour à toi. Plutôt que d'écouter les mauvaises langues qui sont là pour vous dire oui, que nous sommes là pour le buzz, que certains d'entre nous sont payés, il faudrait que vous puissiez savoir que ce sont les seuls arguments que certains ne peuvent ont. L'exemple patent, eh bien, tout le dossier que j'ai, s'il fallait faire, si je voulais avoir de l'argent, si j'étais un de ces activistes véreux dont nous parlons souvent, vous verrez que j'aurais gardé le silence et que j'aurais essayé de monnayer, j'aurais contacté les personnes présentes sur ces fameux fichiers, et j'aurais tout fait pour me mettre de l'argent en poche. D'ailleurs, je vous le dis, beaucoup m'ont contacté en me disant voilà que il n'était pas nécessaire que je le fasse et que voilà que je peux comment dire, je peux me faire de l'argent. D'ailleurs, on a encore essayé de me faire du chantage par rapport aux 300 millions que je réclame à Gabon 24. Et j'ai répété à ces personnes qu'il pleuve ou qu'il neige,
cet argent que vous me devez et pour lequel vous me faites du chantage depuis des années, rassurez-vous, vous allez me le payer. Ce n'est pas un argent que j'ai volé. Donc, je n'ai pas à succomber à votre chantage pour récupérer cet argent frauduleusement. Au point où je suis, j'ai tout mon temps, sauf si Dieu décide de m'arracher à cette terre ou permettre que ça arrive. Mais au point où je suis, j'ai tout mon temps, je n'ai plus rien à perdre. Donc, voilà, continuer à bloquer mon dossier là-bas au greffe de commerce, à me faire chanter, ça n'a que peu d'incidence, les amis. Faites tout ce que vous voulez, mais vous verrez que ce chantage que vous me faites, depuis vous voyez bien que ça n'a eu aucune incidence. Vous m'avez demandé de me taire en me disant que voilà, une certaine compagnie pétrolière, si je la ferme, va me payer à condition que. Ça, vous ne venez pas devant les Gabonais le dire, mais vous venez avec votre petite main dire voilà, que nous sommes ceci, nous sommes cela. Bref, c'est la petite parenthèse parce que je ne veux pas qu'on prenne encore ce bout de live pour dire voilà, Rikoula, en fait, voilà sa motivation. Non, ma motivation est tout simplement le ras-le-bol. Le ras-le-bol de voir un pays extrêmement riche, mais un pays qui se voit totalement dépouillé par l'étranger et totalement dépouillé par ses propres enfants. Donc, trêve de bavardage parce que vous êtes nombreux qui me disent « Oh, Rikoula, tu parles trop, viens-en au fait du sujet. » Bon, je vais d'abord laisser ceux qui sont à côté de moi la passer. Mais ce qu'il faudrait que vous sachiez, c'est que ce réseau de détournement de deniers publics dont je parle n'est pas le seul. Ce n'est qu'un des réseaux de détournement de deniers publics, un des nombreux réseaux de détournement de deniers publics. Dites-vous qu'à chaque fois au Gabon qu'il y a une régie financière, d'État notamment, il y a détournement de fonds, il y a sortie d'argent en violation de la loi, il y a des réseaux qui sont mis en place. Dites-vous également que à travers ces régies financières, beaucoup de ces fonds qui sont sortis le sont soit par les personnes véreuses elles-mêmes, soit en passant par des prête-noms, souvent ça peut être leurs enfants. J'ai même vu certains qui ont utilisé les noms de leurs enfants, leurs neveux, leurs nièces. Donc ça peut être soit ils sortent de l'argent par eux, soit ils sortent de l'argent par leurs aides de camp, par leur entourage immédiat, leur secrétaire, leur chef de service de protocole, ou alors tout simplement, là ce que j'ai à nouveau découvert, parce que j'ai procédé à beaucoup de vérifications, qu'est-ce que ce réseau fait? Ce réseau va prendre des numéros matricules de fonctionnaires, soit de fonctionnaires décédés, soit de fonctionnaires fantômes, ou alors tout simplement des fonctionnaires qui sont dans le réseau et ils vont sortir énormément d'argent. C'est comme ça qu'en épluchant ce fichier, je vous ai dit, il y a plus de 324 000 opérations. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente. 324 000 opérations. Ce n'est qu'une infime partie. Et donc, moi et certains organismes, nous sommes en train d'éplucher ce fichier pour sortir des noms. Dans ce fichier, vous avez des noms connus. Vous avez aussi des noms moins connus, des Gabonais lambda. Mais des Gabonais lambda, quand vous voyez par exemple des Gabonais lambda qui vont vous sortir 500 millions le même jour en 3 fois 100, en 5 fois 100 du moins, ou ils vont vous sortir 400 millions en plusieurs fois 100 millions. Là, à ce moment, quand nous voyons ce genre de nom, nous cherchons qui est cette personne. Et c'est comme ça que nous arrivons à remonter, par exemple, à des Gabonais lambda, insignifiants, mais qui, comme par hasard, vont par exemple travailler au Trésor, qui, comme par hasard, vont être par exemple à la comptabilité du Trésor, qui, comme par hasard, vont travailler à la présidence de la République, qui, comme par hasard, vont travailler à la Cour constitutionnelle et autres. Lorsque nous continuons à enquêter avec les patriotes qui sont sur place, nous nous rendons compte que ce sont des fonctionnaires simples, mais qui mènent un train de vie énorme,
qui roulent dans des carrosses qui coûtent des centaines de millions, qui ont des villas monstrueuses, et des véhicules luxueux qui ne peuvent justifier par leur simple salaire, même de ministre, de général ou de directeur de cabinet, de qui vous voulez. Ce n'est pas possible. Donc voilà pourquoi vous voyez que je sors certaines informations au compte-gouttes. Je sors des informations au compte-gouttes parce que certains sont tentés aujourd'hui d'effacer des traces. Donc vous comprenez que par d'autres zébras, par tout le réseau de lanceurs d'alerte qui est mis en place, nous nous assurons que même si informatiquement certains ont essayé d'effacer ou essayent d'effacer des traces, que ça ne soit peine perdue. Je vous dirais par exemple que, comme je le dis souvent, jamais un Gabonais n'a vu Sylvia Bongo au trésor public aller prendre des milliards. Jamais. Jamais aucun d'entre vous n'a vu Ali Bongo, n'a vu Omar Bongo, n'a vu Akrombessi aller au trésor public vider les caisses. Jamais. Mais pourtant, nous sommes tous d'accord, et je crois que le général Oligui nous l'a montré, que ces gens pillaient les ressources du pays. Eh bien, le même réseau continue. Les mêmes choses perdurent. Les mêmes gens envoient des prête-noms, des porteurs de valises. Vous récupérez en violation des règles de la CEMAC auxquelles le Gabon est soumis, en violation des lois gabonaises. Donc les mêmes envoient des dizaines et des dizaines de personnes aller récupérer cet argent. Vous avez par exemple le cas, les derniers là que j'ai mis, ce Limbumba. Encore une fois, vous savez que ce sont des noms qui ne nous sont pas étrangers au Gabon. Lorsque vous prenez n'importe quel Gabonais, on va dire de la génération des années 40, 50, à la génération des années 90, on va dire jusqu'à 2000, c'est le genre de noms qui ne sont pas étrangers. Je ne vais même pas parler de la génération 2000-2010 parce que c'est la génération Kobolo, c'est la génération Tchukekin, la génération Tcham. Eux, ils ne sont pas avisés, ils ne savent pas d'où nous venons. Ils ne connaissent pas les années 90 que nous avons traversées et autres. Ils ne connaissent pas certains acteurs de la vie politique gabonaise. Donc, bon, je vais avancer un peu parce que je vois les voisins là qui sont un peu curieux, qui tendent l'oreille. Donc, vous voyez ces gens de ces années 2000 qui sont là à suivre les lives pour le buzz, pour les histoires de fesses, pour ce genre de choses, ne peuvent pas comprendre lorsque nous faisons des publications pareilles et que nous parlons de ces noms qui nous ont toujours gouvernés, qui sont là dans l'ombre, mais qui continuent de piloter, qui continuent de faire la pluie et le beau temps au Gabon. Donc, lorsque, à travers ces différents fichiers, je vois des noms comme ça, je me dis, bon, écoutez, je ne vais pas faire également un délit de patronyme. Je ne vais pas me dire que parce que quelqu'un s'appelle Limbumba, s'appelle, je ne sais pas, s'appelle Onkana, s'appelle Onjunga, ou même des noms de toutes les provinces. Ce n'est pas parce que je cite des noms du Haut-Ogooué que c'est seulement les gens du Haut-Ogooué. Donc ne faites pas une fixation sur ça. Donc ce n'est pas... Lorsque je vois ce genre de nom, je ne fais pas un délit de patronyme, mais je regarde. Lorsque vous voyez la personne revient 10, 20, 30 fois depuis 4, 5, 6 ans et que cette personne engrange des centaines de millions, voire des milliards, tout de suite je cherche. Je vais à travers les différents réseaux sociaux, même lorsqu'ils verrouillent, ils sont là, même si leurs comptes sont verrouillés, voilà, il y a souvent des moyens détournés en passant par des amis qui sont leurs amis, tout ça, ou en passant tout simplement par une demande populaire. Vous affichez un nom, vous demandez c'est qui, et tout de suite, vous avez en inbox les photos, les vidéos, on vous donne toute la doc sur la personne. Ensuite, vous avez des compatriotes
qui vivent dans les quartiers, partout, même à la Sablière, qui sont prêts à aller filmer, à aller vous donner la doc. C'est comme ça qu'on travaille. Hein. Donc, lorsque vous avez ce genre de personnes, la première chose que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Lui, le Lembumba, lui, le Ngema, lui, je ne sais pas, le Mbandinga, qu'est-ce qu'il fait dans la vie pour avoir autant d'argent? Ah, excusez-moi. Donc je me dis, qu'est-ce que lui fait dans la vie pour avoir autant d'argent? Et c'est comme ça que je me rends compte après, grâce aux informations récoltées, que en fait, c'est soit le fils d'eux, soit le neveu d'eux, soit c'est une personne qui fait partie de telle ou telle association, de tel ou tel cercle. Et en fait, ces personnes, au final, ne sont que des porteurs de valises, des prête-noms. Ils font sortir énormément d'argent. Bien sûr, ils ont leur commission. Et c'est comme ça que vous voyez toujours nos personnalités de la République, qu'on ne voit jamais personnellement prendre de l'argent, qu'on ne voit jamais porter des valises, mais par contre, dont vous voyez passer avec des voitures qui coûtent des centaines de millions, dont vous apprenez que ces personnes ont des villas luxueuses, des cités, des milliers de maisons, des centaines de millions de maisons en construction, des maisons à l'étranger et autres. Et moi qui, ici, en France, a travaillé dans le milieu bancaire, notamment à la banque postale, au niveau des grands comptes, je puis vous dire que c'est ce que nous appelons du blanchiment d'argent, c'est ce qu'ils appellent du blanchiment d'argent, c'est ce qui est, c'est-à-dire que vous avez de l'argent sale, vous mettez en place grâce à cet argent sale des entreprises, et ces entreprises vous permettent, qu'elles fonctionnent ou pas, elles vous permettent ensuite de justifier vos trains de vie. Lorsque vous avez un contrôle fiscal et autres, vous pouvez sortir vos centaines d'entreprises en disant « Ah ben non, je travaille, voilà, mes entreprises me génèrent 100 millions par mois et autres. » Et ça peut. C'est comme ça que beaucoup justifient le fait que, bon voilà, ils ont des maisons par-ci par-là. Mais en fait, c'est faux. Donc actuellement, le travail que je fais avec beaucoup, c'est de rattacher de façon claire et nette ces porteurs de valises à beaucoup de ces personnes de la République. Depuis la génération Omar, depuis ceux-là qui travaillent, parce que beaucoup vous disent, oui, mais je travaillais avec Omar Bongo était quelqu'un de généreux. Oui, c'est pas mauvais d'être généreux, mais vous savez, parce que même en République gabonaise, vous êtes soumis à faire une déclaration de biens, à faire une déclaration de patrimoine. Donc vous ne pouvez pas avoir été avec Omar Bongo et puis prétendre que c'est Omar Bongo qui vous a rendu milliardaire. La preuve, même Omar Bongo a été soumis à cet exercice. D'où justement les fameuses affaires de biens mal acquis qui l'ont poursuivi toute sa vie. N'oubliez pas une chose, c'est que les mêmes réseaux étrangers qui vous soutiennent tant que vous garantissez leurs intérêts sont les mêmes aussi qui recueillent tous les éléments de preuve contre vous et qui vous font chanter. Au point où le sort du peuple gabonais est relégué par rapport à ce qui doit être. Donc la famille, c'est grave. Je me suis rendu compte également qu'une grande partie de la fraude aujourd'hui qui est exercée est faite avec les numéros matricules de fonctionnaires fantômes. Et là aussi, c'est à vérifier, hein, parce que comme je vous dis, je procède à des vérifications. Beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup de noms, je vous l'ai dit, c'est toute la République, en passant par les anciens ministres, en passant par les ministres actuels, les membres de l'opposition, en passant par la société civile. Hein, je vous l'ai dit, je suis encore en train d'enquêter, je suis encore en train de vérifier des informations, d'appeler les uns et les autres. Par exemple, hier, ma grande sœur Annie Léa Meye m'a appelé, nous avons discuté, elle-même s'est proposée de venir dans mes futurs lives pour parler, pour expliquer, parce qu'effectivement, de ce qui ressort par exemple pour le cas de la grande sœur Madame Annie Léa Meye, c'est à peu près avec son numéro de matricule qu'elle a bien reconnu,
c'est 379 millions de francs CFA qui ont été sortis. Bon, mais 379 millions de francs CFA qui ont été sortis au trésor public avec le numéro de matricule de Madame Annie Léa Meillé ne veut pas forcément dire que c'est Madame Annie Léa Meillé qui a sorti cet argent. Ça veut dire tout simplement que, ça peut dire, hein, hypothèse, ça peut dire que c'est elle, tout comme ça peut dire, comme je vous l'ai dit, que ce réseau a utilisé le numéro matricule de Madame Annie Léa Meillé pour sortir cet argent, sachant que cette dame ne saura jamais que de l'argent a été sorti en son nom. Hein? Vous vous rappelez, je m'étais exclamé en disant dans mon live le premier, non pas toi, voilà, Arsène, hein, qui est quelqu'un de très pieux, qui est un chrétien, mais bon, qu'à cela ne tienne, derrière j'ai vérifié. Ce matin encore, lui et moi on discutait, hein, pareil, il a bel et bien reconnu son numéro matricule, etc. Mais il m'explique que depuis 2018, il n'est plus fonctionnaire. Mais que depuis 2018, vous avez ce réseau qui a sorti à peu près 340 ou 374 millions en son nom. Hein? Il y a beaucoup de noms comme ça. Je peux vous citer aussi le nom de mon grand frère, Georges Paga. Hein? C'est à peu près plus d'une centaine de millions qui a été sorti depuis plusieurs années. Donc, le rôle que je suis en train de faire, ce n'est pas de balancer des noms en disant que tous ces gens sont des corrompus. Non, c'est de dire que ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vaste réseau de détournement d'argent. Un vaste réseau. Pourquoi je dis détournement d'argent? Parce que la loi est claire. Au-delà de 500 000, on ne peut plus toucher de l'argent en espèces à un guichet. Au-delà, ça se passe par des transactions bancaires. Après, il y a peut-être des dérogations spéciales, mais ces dérogations ne peuvent pas, je dis bien ne peuvent pas, être faites à coût de milliards ou de centaines de millions. Lorsque ce sont des sommes importantes, ce sont des transferts qui se font de banque à banque. Ça ne peut pas se faire de, voilà, quelqu'un vient, même s'il vient avec tous les gardes du corps, on lui donne les valises, des machins, c'est interdit. Donc moi, voilà mon rôle de lanceur d'alerte, de vous dire que là, il y a quelque chose de pas clair. Il y a eu des détournements de fonds. Maintenant, lorsque je vous cite des noms, c'est aux autorités compétentes, et si véritablement elles ont la volonté de changer les choses, c'est à ces autorités de sortir et de dire qu'effectivement, il y a des anomalies constatées, il y a de l'argent qui a été sorti, il y a. Mais lorsque vous les voyez tous garder le silence comme actuellement, lorsque vous voyez le procureur de la République qui ferme sa bouche, mais c'est parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas trop comment gérer la situation. Aujourd'hui, ils sont en train de faire une chasse de sorcières, j'apprends, au niveau du trésor public pour savoir qui a envoyé les éléments aux activistes. Apparemment, leur problème est de savoir qui a envoyé et leur problème n'est pas de savoir pourquoi il y a eu ces détournements de fonds. À un moment, je pensais que le général Oligui voulait véritablement régler cette situation, mais des informations que j'ai, au contraire, lui aussi est inquiet du fait que tout ça soit sorti, soit mis sur la table. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, je vous dis que je n'ai même pas encore rendu public le 1/10 ou le 1/100 des informations que j'ai. Parce que tout simplement, je me rends compte que même le CTRI est lourdement impliqué. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi M. Oligui, dans son discours et autres, pourquoi ils ont tenu à ce que tous les actes qui ont amené à ce coup d'État soient amnistiés en tenant du 29 août. Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé au Trésor public le 29 août. Mais c'est horrible. C'est horrible. Donc voilà pourquoi vous voyez que depuis qu'il y a ce scandale, ils sont silencieux. Ils ne sortent pas condamner, ils ne sortent pas dire « Monsieur Rekula raconte des histoires ». Ils sont là, ils observent, ils réfléchissent encore, qu'est-ce qu'il faut faire. Ils n'ont même pas le courage, ou ils n'ont pas le courage de dire « Oh, nous allons porter plainte pour diffamation ». Venez porter plainte pour diffamation. Comme vous pensez que Rekula est bête, comme vous pensez que Rekula ne prend pas ses dispositions, comme vous pensez que Rekula sort de nulle part, hein, ne travaille pas avec des ONG, que ces ONG elles-mêmes n'ont pas de réseau, n'enquêtent pas. Venez, je vous attends. Non, c'est incroyable. Et tout à l'heure encore avec Landry Amian, nous discutions sur Messenger. Oui, parce que, comme je dis, pour beaucoup,
nous ne partageons pas, nous ne partageons plus le même combat, nous ne partageons plus la même vision, mais moi je suis quelqu'un, je respecte les choix des uns et des autres. Et je ne vais pas insulter quelqu'un parce qu'il soutient Oligui. Landry Amian est libre de choisir Oligui, de croire en lui. C'est son choix. Mais que tous acceptent que moi, par exemple, je ne crois plus en Oligui. Qu'ils acceptent que nous menons un combat justement pour montrer le mal que ce... Excusez-moi. Ok. Donc je vous disais que... Oh, vraiment l'histoire des gants là... Excusez-moi, hein, 2 secondes, je remets juste le gant. Donc je disais que ces gens acceptent tout simplement le fait que nous décidions de continuer notre combat. Donc je vous disais que tout à l'heure je discutais avec monsieur Landry Amian, à qui j'ai dit d'ailleurs que j'ai invité cordialement à monter sur le live s'il veut. Je lui disais que, il me disait oui, Oligui veut changer les choses, machin. Je dis Landry, c'est bien de sortir ça. Mais tout le langage que tu as là, c'est exactement le langage qu'avaient les membres de la GEV. Et avant la GEV, donc la Young Team, les Bla Boys, les Akrombesi Boys. Aujourd'hui, vous êtes exactement à la même place qu'eux et vous reproduisez exactement le même schéma. Quand vous me dites, oui, Oligui veut changer les choses, oh non, il va entreprendre des réformes, non, ceci, cela. Mais comment voulez-vous qu'il change les choses si tous ceux qui sont avec lui sont dans ces réseaux? Parce que là, je vous parle du réseau du Trésor, mais il y a plusieurs réseaux. Il y a plusieurs réseaux. Et posez-vous aussi la question de savoir, nous avons des organes de vérification. Nous avons des organes de vérification. Comment ça se fait que tout ça puisse se passer sans que les organes de vérification ne puissent jouer leur rôle, ne puissent alerter? Nous avons également une Cour des comptes. Comment nous pouvons évoluer pendant des dizaines d'années sans que la Cour des comptes ne se rende pas compte que non, les budgets ne sont pas respectés ou que... Hein, comment? Nous avons la commission de la lutte, la commission contre la lutte d'enrichissement illicite. Vous savez, aux États-Unis, quel que soit qui vous êtes, que vous soyez fonctionnaire ou pas, lorsque vous attirez l'attention à travers votre train de vie, les voyages incessants, lorsque vous attirez l'attention à travers des voitures luxueuses, à travers des bijoux luxueux, tout de suite, les services compétents s'intéressent à vous. Ils enquêtent pour savoir comment vous avez fait pour avoir cet argent, ce train de vie. Parce que oui, vous pouvez le faire. Moi, je vous l'ai dit, de façon normale, il fut un temps où, à travers les reportages que je faisais, les documentaires que je faisais pour des boîtes à travers le monde, que ce soit le groupe Canal et bien d'autres groupes, le groupe Médicis et autres, oui, je gagnais bien ma vie. Par semaine, je pouvais me faire même 5 millions de francs CFA. C'est ce qui, à l'époque, m'avait permis d'acheter du matériel, acheter des terrains, acheter des voitures, des taxis. Oui, c'est possible. On peut se faire de l'argent légalement. Mais, toujours est-il que il faudrait que ces services jouent leur rôle. Il faudrait que ces services se disent, bon, voilà, nous allons enquêter. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons au Gabon des gens qui ont des châteaux. Allez-y en Ngondje, on va vous dire, ah, ça c'est pour tel. Allez-y au Cap, on va vous dire quoi, oh, tel palace, c'est pour tel. Quand vous voyez par exemple, là, en Ngondje, les maisons d'Ali Akbar, rien que la barrière, je dis bien rien que la barrière vous construise peut-être 4 ou 5 maisons d'un Gabonais moyen. Hein? Mais quand vous regardez, on vous dit non, il a été ambassadeur ici, il a été secrétaire général, il a été... Qu'est-ce qui va justifier le train de vie de ces personnes, des dizaines de voitures? Donc vous comprenez qu'en fait, nous avons tout simplement un réseau bien huilé, un réseau de parents et amis, de coquins. Ce sont les mêmes familles que vous allez retrouver au Trésor public, ce sont les mêmes familles que vous allez retrouver à la CNIL, ce sont les mêmes familles que vous allez retrouver à la Cour des comptes, ce sont les mêmes familles que vous allez retrouver à la police judiciaire, au B2, etc. Ce qui fait que dès l'instant où il y a des anomalies qui sont remarquées, mais tout de suite c'est bloqué. Tout de suite c'est bloqué. Donc vous voulez, vous qui venez me dire, oui, Oligui va faire le ménage. Mais quel ménage, de quel ménage vous parlez? Puisqu'Oligui lui-même, qu'on prétend, qu'on dit, et lui-même l'a dit,
être quelqu'un d'assez assis, d'aucuns disent qu'il est milliardaire, lui-même il est incapable de justifier son patrimoine. Lui-même il est incapable de justifier les biens qu'il a au Gabon, à l'étranger. Bon, certains vont se cacher derrière la confidentialité en disant non, c'est confidentiel, la loi ne le lui oblige pas, etc. Mais je vous dirais ceci. Lorsque vous n'avez rien à cacher et que vous êtes là où est Oligui, mais vous n'avez pas de honte à déclarer votre patrimoine et à le rendre public. Prenez le cas du Sénégal. Le cas du Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? Le président actuel, le premier ministre actuel, tous ont fait leur déclaration de biens. Les Sénégalais savent exactement quel est leur patrimoine, combien ils ont en banque, combien ils ont en banque en entrant au gouvernement, en entrant, à la tête de l'État. Tous les biens sont sus, tous les biens sont connus. Donc, ils ne sont pas plus, ils n'aiment pas plus leur confidentialité que quelqu'un d'autre. Mais pourquoi nous, au Gabon, les mêmes, on ne connaît jamais leur déclaration? Et vous avez vu, la semaine dernière, lorsque le directeur de cabinet, il y a 2 semaines, lorsque le directeur de cabinet de Charles Mba a été arrêté, M. Mbadinga, vous avez vu, c'est là où, comme par hasard, M. Charles Mba s'est retrouvé à la CNIL, à la commission, à la lutte de machin d'enrichissement illicite. Et puis, parce qu'il faut toujours se protéger, arranger les choses, hein, ils nous ont sorti en fait que non, c'était pour sa déclaration de patrimoine. Mais même là, vous vous rendez compte de la gravité? Donc vous pouvez venir au niveau, revenir aux affaires au plus haut niveau, là où se joue, où se brasse tout l'argent du pays, que personne ne connaisse quel est votre patrimoine, combien vous avez en banque. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour ne prendre que ce cas, Charles Mba peut dire que non, il a 1000 milliards ou 100 milliards dans ses comptes, qu'il a acquis légalement, puisque ce n'est que maintenant, soi-disant, que notre administration, version Oligui, s'intéresse à Charles Mba. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui équivaut pour Macloclo, donc Charles Mba, équivaut aussi pour Maclacla. Donc ça veut dire qu'ils sont nombreux dans ce fameux gouvernement, commencé par Oligui lui-même, qui n'ont jamais fait leur déclaration de patrimoine et autres et autres. Non, la famille. Nous sommes tout simplement dans une vaste mascarade. Nous sommes dans une vaste mascarade où les uns et les autres se protègent. Voilà la réalité. Ou lorsque vous arrivez à un certain niveau, vous avez le choix, vous n'avez pas le choix que de continuer à faire ce qui a été fait. Et c'est ce qui a été dit dans ces audios qui ont fuité, hein, de ces 2 personnes, je ne sais même pas qui parle, hein, c'est que vous avez un réseau qui est là, bien établi, depuis Omar Bongo, et qui en fait, ce réseau est perpétré, c'est l'un des nombreux réseaux. Donc dès qu'un TPG passe et qu'un autre arrive, d'abord celui qui est nommé, le président qui le nomme s'assure que c'est quelqu'un du cercle. C'est quelqu'un du cercle exotérique, c'est quelqu'un du cercle du vol et autres, de telle sorte que lui aussi, quand il arrive, il place ces gens de confiance. Il place ces gens de confiance qui savent que, bon, il y a tel grand, lorsque cette personne doit venir prendre des milliards, cette personne va envoyer par exemple Pierre, ou va envoyer Jacques, et vice-versa. Tout comme vous avez aussi au sein de la maison, ceux-là qui connaissent les rouages du trésor public, il y en a qui se servent. Il y en a qui se servent, qui savent que, bon, pour ne pas attirer l'attention du système informatique ou quoi, bon, moi, au lieu de voler en une seule fois, par exemple, 100 millions, ben, je vais prendre en plusieurs fois 10 millions. Donc, c'est comme ça que vous allez voir quelqu'un qui revient en une journée, va par exemple prendre 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. Ou en plusieurs mois, vous allez le voir prendre 50 millions, 50 millions. Et quand vous faites le total de tout l'argent qui a été sorti, de tout l'argent qui a été décaissé sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, vous vous rendez compte que cette personne a détourné près de 5 milliards, près de 7 milliards. Et c'est impossible qu'autant d'argent ait pu être sorti du trésor public sans que tous les mécanismes de contrôle n'aient pu le voir de façon légale. Voilà pourquoi vous avez après la direction de la sécurité informatique. Voilà pourquoi à un moment vous avez l'ANEF. C'est-à-dire que c'est un réseau, c'est une toile d'araignée. C'est-à-dire que lorsque
moi Bernard, je veux aller au trésor public, toucher frauduleusement grâce au titre de trésor émis par la direction du budget, lorsque je dois aller toucher 100 millions, si le Gabonais lambda s'en va, tout de suite il est bloqué. Tout de suite il est bloqué parce qu'ils savent que la personne qui l'envoie ne peut pas, sait que c'est interdit. Mais toi qui es dans le réseau, une fois que tu t'en vas avec ce titre du trésor, dans des guichets bien spécifiques, où la personne qui est au guichet, qui est au machin, c'est quelqu'un du réseau, tout de suite, quand tu arrives, les complices de la direction de la sécurité informatique désactivent l'alarme qui serait censée avertir les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs publics que l'argent a été décaissé. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi je vous ai parlé de ce brillant informaticien Bayonne. Bayonne Kassa, Alain Bayonne Kassa. C'est l'un des architectes actuels de ce système. Mais actuellement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez que Aurélien Minsa Mingema, qui lui en arrivant a mis en place ces choses, a dérangé le système qui était en place, donc l'ancien système. Ce système qui s'appuie fortement sur les réseaux mariens, sur la franc-maçonnerie et autres. Aurélien, en arrivant, lui, a créé sa ligne. Il a créé sa ligne et il a été très gourmand. Et ça a beaucoup dérangé. Il est arrivé en se disant, moi je suis aujourd'hui le petit frère du président. Donc je suis le président de tous les petits frères. Je suis le numéro 2. Je suis celui qui va créer la GEF bis. Je suis en un mot le nouveau Bla. Ça a beaucoup dérangé. Ils lui ont tendu quelques pièges. Ils lui ont fait signer certaines choses légalement. Je reviendrai sur ça. Je vous passerai des audios et vous allez écouter. Partagez le live. Hein. Le live. Hein. Vous voulez que j'entre dans les détails? Je vais entrer dans les détails. Mais partagez massivement. Pourquoi je vous demande de partager et tapoter? Je ne vous vois pas tapoter. Je ne vous vois pas mettre des cœurs. C'est parce que c'est ça qui sécurise le live. Vous avez vu tout à l'heure, on a été coupé. Ça buguait. Donc, vous contrecarrez tous les gens du pouvoir qui sont là et qui signalent, qui mettent des têtes de mort, qui envoient des messages à Facebook ou à TikTok en disant voilà, ce live dérange, etc. Si vous ne le faites pas, non seulement ils réussiront à couper le live, mais ils pourront même réussir à couper mon compte Facebook. Donc, je vous demande de partager. Voilà. Donc, quelqu'un me dit, mais ne gaspillez pas les noms des gens comme ça, machin. Les modos, s'il vous plaît. Tous les plaisantins d'Ossiman qui viennent là, bloquez-les, coupez-les, s'il vous plaît. Hein, les modos sur TikTok. Donc, je vous disais qu'en fait, ce que je vous dis là, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Vous avez déjà vu Rekula travailler au trésor public. Pauvre de moi, Jacou 3 d'or, je n'ai jamais été fonctionnaire, je n'ai jamais souhaité devenir fonctionnaire. Mais vous avez vu que tous les éléments que je vous donne sont des éléments vrais. Vous avez vu, et pour tout ce que j'ai appelé, hein, que ça soit Madame Annie Léa Meillé, que ça soit Maman Aminata, oui, parce que Maman Aminata aussi, son nom est dedans. Elle-même aussi a dit qu'elle va faire une sortie pour s'expliquer et demander comment ça se fait que son nom, son numéro de matricule ont servi pour, voilà, pour sortir de l'argent. Donc, toutes ces personnes, pour beaucoup, certains sont dans le réseau, d'autres sont tout simplement victimes de ce réseau. Donc, aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, oui, je parlais d'Aurélien. Moi, des informations qui m'ont été sorties, des audios, vous allez entendre, hein, je pense que vous avez entendu vous-même des audios de certaines personnes, hein, de ces hauts cadres du Trésor, des audios qui ont été interceptés par les services de renseignement. Et je vous dis, parmi les services de renseignement, il y en a qui sont fatigués de ce vol. Il y en a qui n'en peuvent plus. Mais comme ils n'ont pas le pouvoir de sortir et de dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils nous contactent en inbox pour nous dire, ah, vraiment, frère, voilà, je suis des services de renseignement, ne cherche pas à savoir qui je suis, mais voilà la doc, voilà. Après, moi-même, je ne suis pas bête. Je sais également que ça peut être aussi des manipulations orchestrées par les réseaux des uns ou des autres. Mais quelque part, je m'en fous. Manipulation ou pas, que ça soit un réseau qui envoie tout pour balancer l'autre, je m'en fous. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer au peuple gabonais combien de fois nous souffrons, combien de fois on nous vole. Vous avez tous vu là,
comment Oligui est allé prendre un prêt d'argent à un taux excessivement élevé. Ce n'est pas lui qui rembourse, c'est nous, Gabonais. Ce sont nos enfants aujourd'hui qui ne travaillent même pas, qui sont encore à l'école, mais ce sont eux qui commencent déjà à rembourser cette dette qui les attend. Donc nous ne pouvons plus continuer à rester. Et voilà pourquoi je dis encore un grand merci à vous des services spéciaux, à toi particulièrement, frère. Vraiment, je te remercie. À vous autres qui êtes dans cette direction, je vous remercie. Parce qu'à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. Bonsoir Clara, Matsang. Il faudrait que ça s'arrête. Nous ne pouvons plus continuer comme ça à avoir des hommes politiques qui se font toujours passer par des dinosaures de la politique, par des gens qui connaissent, par des gens qui ont les secrets, par des gens qui... Non, c'est tout simplement une bande de personnes qui sont là pour se mettre à l'aise, pour piller le peuple. C'est tout simplement une bande de personnes. Regardez vous-même les derniers conseils de ministres. C'est les mêmes noms qu'on cite. Sur 2 millions de Gabonais, pourquoi c'est toujours les mêmes noms, les mêmes familles? S'ils ne sont pas dans les grands organes décisionnels de l'État, ils sont là en sous-marin dans les administrations qui génèrent beaucoup d'argent, au trésor, aux impôts. Allez-y, je vous invite. Prenez la liste, allez-y sur Google, tapez Conseil des ministres gabonais. Prenez les différentes années et regardez tout simplement au niveau de la douane. Regardez les noms au niveau de la douane. Regardez les noms au niveau des régies financières, des impôts, du trésor. Regardez seulement les noms et publiez, vous me direz. Et refaites le même exercice. Allez-y regarder maintenant au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Vous ne trouverez pas les noms de ces gens-là. Allez-y taper au ministère des Affaires sociales. Vous ne trouverez pas le nom de ces gens. De la même manière, je me rappelle lorsque j'étais étudiant boursier. Lorsque vous regardiez les bourses pour le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'était les enfants des Makaya qui étaient là-bas. Lorsque vous regardiez les noms des enfants gabonais qui avaient les bourses pour la France, pareil, ça commençait là, c'était maintenant les fonctionnaires un peu aisés, les fonctionnaires, les secrétaires des ministres, ceux qui étaient en tout cas dans les directions de cabinet de ces gens. Hein. Et puis des Gabonais lambda qui avaient compris que bon, le chauffeur du ministre tel avait la possibilité de glisser quelques dossiers. Hein. Donc moyennant quelques centaines de mille, ce monsieur pouvait... ces gens pouvaient vous... comme ça décanter votre situation. Et puis vous aviez maintenant des bourses pour le Canada et les États-Unis. Mais ce que je vous dis, c'est là. Hein. Ce que je vous dis là, c'est là. Les archives sont là. Tapez sur Google. Bourse des étudiants gabonais aux États-Unis, en France. Et vous verrez que c'était les mêmes noms. Pour beaucoup, ils avaient même des bourses présidentielles. Mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Quand on vous amène le fils d'Émile Ndoumba, on vous dit « Oh, il était à Harvard, il était à ceci, cela. » Mais dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Les fils d'Émile Ndoumba qu'on nous amène, qu'on amène... Oh, purée. 2 secondes, je dois encore... Ok, c'est bon. C'est bon, c'est réglé. Donc, on nous amène là, subitement, quelqu'un qu'on n'a jamais vu dans l'administration gabonaise, qu'on n'a jamais vu se battre pour aller prendre sa fiche bleue, se battre, faire 2, 3, 4 ans sans intégration. Non, on n'a jamais vu. On voit tout simplement, bam, oh, machin, oh, dans telle administration, ah, au FONGIS, au Fonds gabonais souverain de quoi. Quand vous regardez le nom, ah, Ndoumba, vous vous dites, oh, mais je connais ce nom. Ça, c'est pas le nom de... Et quand vous regardez, ah, c'est le fils de l'ancien ministre de ceci et de cela. Et c'est comme ça. Donc, vous, là, qui êtes là en train de dire, oh, Oligui a trouvé un pays en lambeaux, Oligui. Mais ça fait quand même plus d'1 an, là. Ça fait quand même plus d'1 an, nous allons vers la 2e année, non? La preuve, Oligui a estimé qu'il avait mené à bien sa transition, au point qu'il n'a même pas besoin d'attendre la fin de sa transition pour organiser son élection présidentielle, non? Donc, de quoi vous venez parler? Parce que c'est Oligui lui-même qui est en train de perpétrer.
Les fils Ndumba qu'on nous nomme là, c'est qui? Dites-moi un peu. C'est Bilye Binze qui note celui-là? C'est qui? C'est les membres de l'opposition? Ce sont les activistes? C'est bien le même système qui se perpétue. Lorsque j'étais au dialogue, Koligui m'a mis là-bas au dialogue à la commission justice-vérité. Bon, peut-être qu'ils se sont dit que comme il avait donné les 2 millions pour que je paye l'hôtel pour le prolongement, pour que je reste, et que tous mes gens du COPIL citoyen avaient des très bonnes situations, ils se sont peut-être dit que bon, en me mettant là-bas à la commission justice, justice, droit et liberté, que Rekula allait peut-être parler et faire tout ce que j'allais faire, que ça allait être fait dans le sens du système qui est en train de se mettre en place. Donc, mais j'ai été surpris de voir des gens sortis de nulle part, qu'on n'a jamais vu dans l'administration, qui étaient à la tête de ces trucs, qui ont même été décorés. J'ai même vu des filles Ndao. Mais les filles Ndao là, quel est le Gabonais qui connaît, qui a vu son parcours, qui a vu ci, qui a vu ça? Donc vous comprenez que là où certains disent, oh, vous êtes jaloux parce qu'on a nommé, parce qu'on a donné des médailles, parce que, là où certains, eux, les gens du pouvoir, disent qu'on est jaloux, moi je dis non. Je dis tout simplement qu'on est témoin des mêmes pratiques. On est témoin des mêmes pratiques. Mais Seigneur, je dis, mais tapez sur Google et regardez vous-même les derniers conseils des ministres, ou tous les conseils, ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses. Et il y en a qui poussent même le bouchon loin en disant, oh, non, attendez, quand il sera élu, vous allez voir le ménage. J'ai envie de dire, comme j'écris souvent, mouf. C'est un mot enfant que j'aime bien, mouf. Quand j'étais petit, quand quelqu'un souvent était dépassé, au lieu de sortir beaucoup de phrases, il disait seulement mouf. Mais en fait, l'accent qu'il utilisait, le ton, la tonalité qu'il utilisait, le mouf là voulait dire beaucoup de choses. Et c'est souvent ce que j'ai envie de dire lorsque je vois certains. Oh non, voilà pourquoi une fois j'ai fait une publication sur Facebook. C'était un loup. La publication, attendez, je vais poser ça là, ça va être mieux. La publication, c'était en fait un loup qui s'adressait à toute une foule. Donc en fait, le loup était en hauteur sur un pupitre et il était en campagne en fait. Et vous savez que le loup, c'est une bête extrêmement violente, c'est un carnivore. C'est quelqu'un qui ne se fatigue pas et qui travaille en meute. C'est-à-dire que lorsqu'un loup va poursuivre par exemple un bison ou une bête qui est même plus grosse que lui, le loup peut courir pendant 1 heure. Et comme il ne travaille pas seul, il travaille en relais. C'est-à-dire que si lui il est fatigué, l'autre de son réseau va poursuivre et vice-versa et vice-versa. Et vous aviez cette image de ce loup qui est en campagne et tous ceux qui l'écoutent, ce sont des moutons. Des moutons. Et vous savez que le mouton, en général, c'est la foule. Le mouton, il est bête. Il suit seulement. Vous pouvez avoir 1000 moutons qui seront dirigés par un seul chien, un chien berger. C'est-à-dire que quand les moutons vont bouger, il suffit que le chien vienne. Il crie, allez, tout le monde va avoir peur, va courir. S'il y a une falaise et que le troupeau tombe dans la falaise, tous vont tomber. Et vous aviez ce loup dans cette image. Vous avez ce loup, en fait, qui dit à toute une foule de moutons, à des milliers de moutons, une fois élu, je serai végétarien. Oh, cette image m'a fortement frappé et je l'ai publiée. Je crois que je l'ai publiée au mois de... juin ou juillet. Donc vous avez ce loup carnivore qui est tout en blanc. Donc le blanc symbolise la pureté, hein, la sagesse, la pureté. Quelqu'un qui est immaculé, qui est tout en blanc. Donc vous avez ce loup qui dit à la foule, votez-moi. Une fois élu, je serai végétarien. Donc une fois que je serai élu, je ne vous ferai aucun mal. Nous vivrons dans un monde idéal. Donc vous qui me dites, non, Bernard, attends voir ce que le général va faire après son élection à un tour qu'il va remporter. Attends voir ce qu'il va faire le 16 avril. Tu vas voir, le pays va changer. Ah bon? Mais j'ai déjà vu ce qu'il a fait en 1 an. En 1 an, ce que j'ai vu, c'est qu'il a ramené 99%
de ceux qui ont détruit le pays. En un an, j'ai vu Oligui nous dire que c'est lui le chef, que c'est lui le Moïse, qu'on fait avec ce qu'il dit. En un an, j'ai vu Oligui qui dit une chose et son contraire. J'ai vu Oligui qui dit qu'il était venu pour rendre le pouvoir. J'ai vu Oligui qui a dit qu'il était venu pour restaurer la justice. Tapotez, mettez des cœurs, la famille. C'est en train de bugger, je suis en train de voir que c'est en train de bugger. En un an, j'ai vu le général Oligui dire 1001 choses. En un an, j'ai vu le général Oligui nommer des gens qui ont participé à des scandales financiers qu'on décrit comme étant des détournements de fonds. En un an, j'ai vu ces mêmes personnes ne pas être inquiétées, qui se baladent à l'air libre. En un an, j'ai vu des Gabonais qui, pour peu qu'ils réclamaient leur dignité, se sont vus enfermés comme à Mwanda. En un an, j'ai vu un Gabonais pourtant supporter d'Oligui qui, parce qu'il a dénoncé une situation, curieusement, après une plainte, je ne sais pas, d'une générale du CTRI qui aujourd'hui gère l'hôpital général, en 48 heures, la justice s'est mise en branle, au point de se retrouver à la prison centrale. Voilà ce que j'ai vu en un an. En un an, j'ai vu le général Oligui parler de ses compatriotes, de les mépriser, de parler de Gabonais comme des vauriens, comme des délinquants. Lui qui se dit rassembleur, dites-moi un peu, vous avez déjà vu un père ou une mère de famille, quelqu'un qui se prétend être père et mère de famille, qui crache, qui dénonce, qui vend en pâture, soi-disant, ses enfants? Le général Oligui, que ce soit à Dakar, que ce soit en France, s'est mis à insulter, s'est mis à dénigrer la communauté gabonaise, à parler même de porti-porta. Mais ces Gabonaises qui font le porti-porta dans les Dubaï, ils le font pourquoi? Mais à cause de la misère que vous tous avez instaurée au Gabon. Parce que, n'étant pas de vos familles, parce que n'étant pas francs-maçons, combien de fois, pourquoi vous n'entendez pas que les Japonais, les Allemands, les Français ou les Américains vont faire le porti-porta à Dubaï? Mais pourtant, nous avons le général Oligui qui ne comprend pas, justement, le mal profond au point de se moquer comme ça de ses propres compatriotes. Donc, vous qui me dites, en un an tu verras, mais en un an, moi je vois les mêmes gens prospérer. Je vois que l'argent continue d'être sorti de façon frauduleuse au trésor public, même sous le général Oligui. Je vois que le CTRI lui-même a bénéficié de ce réseau, et je viendrai sur ça. Je vois que le mal, jusque dans le directoire de cabinet d'Oligui, est gangréné par ce réseau. Je vois que le général Oligui, qui se présente comme quelqu'un au grand cœur, n'agit que pour le buzz. Nous avons tous vu là Oncle Didine, qui fut l'un de mes acteurs préférés au passage, faire une vidéo. Vous savez combien de fois c'est humiliant pour quelqu'un de faire une vidéo pour demander à l'aide? Pourtant, nous avons un service des affaires sociales. Nous avons un ministère des affaires sociales et de la santé. Ça aurait dû être l'un des ministères les plus riches de notre pays, vu la misère qu'il y a. Mais lorsque vous voyez des gens, des personnalités, des gens comme Oncle Didine qui ont bercé notre enfance, avec le film de mon aîné, Le singe fou, le film de... Oh, comment j'oublie le nom, mon aîné, qui fut, mon père même, qui fut le directeur du Sénassi, de l'IGIS, Henri Joseph Koumba. Lorsque vous voyez des personnalités comme ça, sont obligés de venir faire des vidéos, demander à l'aide. C'est bien sous le général Oligui que Oncle Didine a demandé à l'aide. Qui est venu l'aider pendant qu'il en avait besoin? Personne. Mais nous avons vu tout le cinéma avec Laurence Dong, avec les Boom Pinks, qui sont venus avec toutes leurs caméras apporter leur soutien à la famille et pleurer. Nous avons dû voir, nous avons vu la même chose avec Simon Mboula qui a fait un AVC, qui a été obligé de demander de l'aide, de dire mais enfin, vous les gens d'Osiman et tous les autres, vous aujourd'hui qui avez le pays, vous payez des centaines de millions à des gens comme Fally Ipupa pour qu'ils viennent chanter, mais moi l'artiste, moi l'international Simon Mboula, vous ne pouvez pas m'aider, je suis obligé de faire une vidéo. Il a été obligé de dire à ma mort, je ne veux pas commentaire ici, je veux commentaire là-bas parce que voilà. Et là, comme par hasard, on voit apparaître le général Oligui qui vient, qui joue l'homme au grand cœur, etc. Mais nous sommes fatigués de ça. Nous sommes fatigués de ce cinéma. Dans le même temps, vous avez Yann Ngonga, dont vous avez détruit la vie.
Monsieur Oligui, vous étiez déjà général. Lorsque la GR est partie en renfort à Franceville, à Port-Gentil, autant pour moi, pour mater la révolte des casseroles, c'est bien vos grenades militaires qui ont détruit, qui ont coupé les membres de Yann Ngonga. Yann Ngonga devait subir plusieurs opérations. Vous avez commencé quelques opérations en Turquie. Quelques opérations qui ont été faites à la va-vite parce que vous ne vouliez pas véritablement l'envoyer chez les spécialistes, les Français ou les Américains. Vous les avez envoyés là où c'est moins cher, là où on peut bricoler un peu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Il manque encore des opérations que vous refusez de faire. Yann Ngonga, depuis 4 ans, ne va pas à l'école. Sa mère a dû tout arrêter. Voilà une famille déchirée. Pourtant, c'est une famille du G9. Mais vous vous en foutez totalement. Depuis que j'ai relancé l'affaire de Yann Ngonga, que je poste des photos, votre directeur de cabinet, vous avez bougé le petit doigt. Maman Ghislaine et Yann Ngonga sont partis à la présidence à nouveau de faire une demande d'audience. Pas pour vous commander de l'argent, mais pour dire tout simplement, nous avons été victimes de vous, l'armée. Vous l'avez reconnu à travers des documents que le procureur de la République a créés. Mais pourquoi depuis vous ne voulez pas réparer notre situation? Vous arrivez à donner des centaines de millions à qui vous voulez donner des voitures. Mais Yann Ngonga vous a fait quoi avec sa mère? Yann Ngonga est-il activiste? Sa mère est-elle activiste? Vous les avez déjà vus vous insulter? Monsieur Oligui, vous faites semblant de vous en prendre à la fille Chico, comment il s'appelle Arthur Lemami, en disant oui, que vous n'étiez pas au courant de cette affaire. Quel est le Gabonais qui n'est pas au courant de l'affaire de Yann Ngonga? Quel est le Gabonais qui ne sait pas que pendant la révolte des casseroles, à Port-Gentil, il y a un Gabonais qui a eu des membres sectionnés par vos grenades militaires? Vous vous foutez de qui? Vous étiez déjà commandant de la GR lorsque les renforts ont été envoyés là-bas. Et vous, en tant que militaire, lorsque vous sortez, vous savez que tout ce que vous avez comme armes, les munitions, tout est compté. Aujourd'hui, vous savez quel est ce militaire qui aurait perdu sa grenade qu'un enfant a ramassé et aurait amené dans cette église, grenade militaire que Yann Ngonga a arrachée de la bouche d'un enfant. Mais ça vous coûte quoi? Rien du tout. Mais pourtant, nous voyons que jusqu'à présent, le trésor public continue d'être siphonné, et je vous parle de centaines de milliards depuis qu'Oligui a pris le pouvoir. Donc dites-moi, de quel ménage vous parlez qu'Oligui fera quand il sera président? Puisque lui-même, tous ceux qui l'entourent sont dans ce réseau. De quoi vous parlez? Je vous ai parlé de l'un des successeurs de ce réseau. L'un des successeurs de ce réseau, hein, le très célèbre Big Bisou, le fils de Mboranso. À un moment, il était en fuite à Dubaï. Mais est-ce que vous savez qu'il est de retour? Il est de retour, il est au Gabon depuis une semaine. Est-ce que vous le savez? Parce que tout simplement, des accords ont été passés, des deals ont été passés avec sa mère. Et tant que Marie-Madeleine Mboranso sera là, en vie, il n'arrivera rien, exactement rien, à Fabrice Bongo. Je vous le dis. Il n'arrivera rien. Il n'arrivera rien à Fabrice Bongo. Savez-vous par exemple que M. Badinga, le directeur de cabinet de Charles Mbaki, a été arrêté? Savez-vous qu'il est en liberté? Est-ce que vous le savez? Celui dont j'ai exposé hier les sorties d'argent. Savez-vous qu'il est en liberté? Donc vous qui n'avez rien compris, qui pensez que nous faisons ça pour le buzz, comprenez une chose, c'est que si nous voulons véritablement que notre pays change, il faut du sang neuf à la tête de ce pays. Il faut refonder ce pays de fond en comble. Des gens comme nous, lorsqu'on vous dit qu'on se sacrifie pour le pays, mais vous pensez que lorsque je sors toutes ces informations chirurgicales, ou que je vous donne des détails au millimètre près, vous ne pensez pas que ma vie au Gabon est hypothéquée? Vous pensez que je suis capable encore de remettre les pieds au Gabon? Mais la preuve, voilà pourquoi vous verrez ces gens d'Ossiman, ces gens du PDG, ces gens du CETERI, regardez ce qu'ils écrivent. Oh, venez parler ici au Gabon. Mais vous pensez qu'ils disent ça pourquoi? Vous avez vu Auverna, Auvelas ou quoi, Auvermax? Il est au Gabon, il parle, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu ma soeur, comme j'ai dit, bien que n'étant pas toujours d'accord avec ce qu'elle disait, mais ça reste ma soeur, Fabienne, Mariam et Sola. Elle a osé parler au Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé? Même si après, c'est vrai que
certains n'étant pas forcément au courant de ce qui se passe, d'autres sont au courant parce que vous savez, on sait aussi fabriquer. Ce système est tellement rompu à la tâche qu'il sait aussi comment fabriquer des personnes, des opposants, des hommes providentiels. Il sait aussi comment détourner l'attention. Hein? Vous avez par exemple là aujourd'hui Albert Ondo-Ossa qui revient en force. Vous avez là par exemple aujourd'hui Jean-Rémy Yama qui est là, qui est crédible. Mais vous comprenez qu'il faut aussi souvent créer des événements pour détourner l'attention d'un Jean-Rémy Yama par exemple. Donc quand on vous dit mes frères et sœurs, quand on se sacrifie, c'est parce qu'il faut savoir que dans la lutte, c'est un travail de fond et une course de relais. Barack Obama n'aurait jamais été président de la République, président des États-Unis, si 2 ou 3 esclaves ne s'étaient pas levés pour commencer à se rebeller contre leur maître. Si Martin Luther King ne s'était pas levé pour dire stop. Si ces dés-là ne s'étaient pas levés pour dire stop. À eux seuls, ils n'ont pas pu changer les choses, mais chacun a sa pierre. Certains me disent, et notamment Landry Amian, tout à l'heure dans nos discussions me le disait, il me dit, oh Bernard, tu es un imposteur, tu es entré dans le combat parce qu'on te devait de l'argent, parce que. Et j'ai répondu ceci à Landry Amian, mais Landry Amian, tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Cite-moi un combattant au monde, un résistant au monde qui est né résistant, qui dès ses premiers pas combattait la tyrannie. Cite-moi un seul, ça n'existe pas. Tous les combattants qu'il y a sur terre sont devenus combattants à cause d'une situation. Oui, Bernard Ekula n'était pas un combattant au sens du terme où il était sur les réseaux sociaux et autres. Mais Bernard Ekula, depuis qu'il est conscient, a toujours refusé de militer au PDG, contrairement à beaucoup d'entre vous qui étaient des PDGistes. Parce que Bernard Ekula, à cette époque, bien qu'étant étudiant, estimait qu'entrer au PDG, c'était tout simplement entrer dans un parti qui pillait. Ça, pourquoi vous ne le dites pas? Bernard Ekula, lorsqu'il a terminé ses études, a décidé de rentrer dans son pays, créer son entreprise, offrir du travail à des Gabonais, apprendre un métier à des Gabonais. Mais ça, vous ne le dites pas. Bernard Ekula, lorsqu'il a été rattrapé par la mauvaise gouvernance, a décidé de se lever et de se battre. Voilà ce que fait un combattant. Donc vous qui avez souvent, toi Landry qui m'a sorti tout à l'heure cet argument, mais je t'invite à aller te renseigner sur la vie de Gandhi, sur sa vie en Afrique du Sud, quel a été l'élément déclencheur de sa vie. Je t'invite à aller te renseigner sur la vie de Marcus Garvey. Je t'invite à aller te renseigner sur la vie de Martin Luther King, de Malcolm X. Et tu comprendras. Tu comprendras que Dieu permet certaines situations auprès de certaines personnes parce qu'il connaît l'état du cœur de beaucoup d'entre nous. J'aurais pu faire comme vous, Landry. Tu as vu, nous étions au Gabon ensemble. Tu as vu comment vous vous comportiez en roi, comment le dialogue, c'est vous qui gériez, etc. Est-ce que tu m'as vu, moi, Rekula, m'approcher de vous, de toute la team au Bangam? Pourtant, si j'étais quelqu'un avide d'argent et autres, j'aurais léché les bottes, j'aurais fait tout ce que vous avez fait. Je l'ai dit plusieurs fois que Stéphane Zeng, moi me plaignant du fait que Oligui veut que je reste, mais j'ai mes charges qui sont là, comment je fais, etc. J'ai le véhicule que j'ai. Est-ce que je ne vous ai pas dit que Stéphane Zeng m'a amené une voiture clé en main? Vous avez entendu Stéphane Zeng dire que ce que je dis est faux, mais j'ai refusé. Le peu même que j'ai eu là au dialogue, est-ce que vous savez que tout est resté là-bas au Gabon, dans les charges, dans les tu donnes à temps à telle personne? Mais je vous ai montré que lorsque je suis parti, j'avais de l'argent. J'ai acheté mon billet d'avion, aller-retour et vice-versa. Donc c'est pour vous dire, Landry, tu as le choix de suivre Oligui, c'est ton choix. C'est ton choix. Mais acceptez nos choix. Acceptez que nous continuions de combattre. Acceptez que nous continuions de mettre à nu ce réseau. Et que si Oligui en un an n'a pas pu faire quoi que ce soit, ce n'est pas après qu'il pourra faire. Arrêtez de raconter, de véhiculer
ces fausses raisons au peuple gabonais en disant qu'il faudrait qu'il soit d'abord président de la République pour que les choses puissent changer. Vous avez raconté à tous les Gabonais qu'il est président, Oligui, président de la République, chef de ceci, chef de cela. Nous sommes sortis pour vous dire arrêtez de mentir au peuple. Oligui n'a pas le statut de chef de l'État. La preuve, aucune institution internationale ne peut lui prêter le moindre sou. Est-ce que nous avons menti? Vous savez ce qui est en train de se passer? Accordez-moi un instant. Vous savez ce qui est en train de se passer actuellement. Et c'est là où c'est triste. Est-ce que vous savez que... Vous voyez le problème de la RDC. Le Gabon risque d'être comme la RDC. C'est triste hein, à dire, mais c'est une réalité. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce qui se passe en RDC, c'est que vous avez une partie du pays qui a été vendue à des puissances étrangères à l'époque par Kabila père, en échange de l'aide militaire et autres et financière pour prendre le pouvoir. Une fois arrivé au pouvoir, il a voulu rompre de façon violente, donc de façon de façon unidécisionnelle, les engagements qu'il avait avec les uns et les autres. Ils l'ont assassiné, ils ont créé des rébellions, et ce sont ces rébellions qui aujourd'hui dépouillent, pillent aujourd'hui la RDC. Vous avez par exemple, je sais que certains me diront, mais de quoi il parle? Je vous fais cette petite jeunesse pour que vous puissiez comprendre ce qui va arriver au Gabon. Ce qui risque d'arriver au Gabon. Vous avez donc le cas du Rwanda, par exemple, qui n'est pas pays producteur de cobalt et autres, qui n'en a pas du moins sur son sol, mais aujourd'hui c'est le premier pays producteur. Et c'est un pays qui a pour clients toutes les grandes compagnies occidentales, américaines, françaises et autres. Pourquoi je vous le dis? Aujourd'hui, le général Oligui, qui s'est lancé dans 1001 projets, s'est rendu compte non seulement qu'il n'y a pas d'argent, mais que le peu d'argent qu'il y a dans les caisses du trésor gabonais, cet argent est pillé. Pillé par le réseau existant, pillé par le réseau qui est en train d'être né, qui est né aujourd'hui sous sa gouvernance. Au point où, malheureusement, il a conscience que le Gabon a une masse salariale importante. Les fonctionnaires, les hauts commis d'État ont un train de vie tellement élevé qu'il faut maintenir ce train de vie. Et pour maintenir ce train de vie, il faut une certaine somme d'argent par mois. Il faut payer les salaires de l'armée. Il faut payer les salaires et les avantages de tous ces gens du pouvoir. Si vous ne le faites pas, vous vous assurez d'être dégommé. Si vous ne payez pas les salaires de l'armée, vous vous assurez de ne plus avoir de soutien. Si vous ne payez pas les salaires des fonctionnaires, vous vous assurez d'avoir des révoltes dans tout le Gabon. Parce que s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas toucher au Gabonais, c'est son argent, son salaire. Faites 1 mois, 2 mois sans payer le Gabonais, amenez toute l'armée du monde, amenez même les Américains. Vous verrez ce que les Gabonais feront. Et donc du coup, pour pallier à ça, le général Oligui est obligé d'aller emprunter de l'argent, non pas auprès des institutions internationales, parce que étant illégitimes, elles obéissent à des règles, parce qu'elles savent que le peuple peut leur porter plainte. C'est ce que nous avons fait avec le COPIL citoyen à l'époque. Et le FMI avait imposé aux Noureddin et autres de commanditer un audit et avait bloqué les sous. Vous vous rappelez de cet épisode. Donc le général Oligui et toute sa bande, ayant conscience de ça, ils sont obligés d'aller emprunter de l'argent auprès de fonds mafieux. Ce sont ces fonds mafieux-là, ce sont ces mêmes fonds mafieux
Mettez des cœurs. Vous voyez sur TikTok comment c'est en train de bugger. Vous ne partagez pas, vous ne mettez pas des cœurs. Il faudrait que nous atteignions au moins les 200 000 cas pour que les algorithmes de TikTok puissent comprendre qu'en fait le live est bon, le live intéressant et autres. Mais si vous ne mettez pas des cœurs, tant pis pour vous. Vous êtes là en me disant oui, parle frère, mais vous êtes là que vous pensez que c'est la télé. Je mets ma vie en danger. Les informateurs des services de renseignement, des administrations mettent leur vie en danger. On vous parle et vous êtes là, vous pensez que c'est la télé. Pareil pour vous. Sur Facebook, vous êtes là, je ne vois pas de partage, je ne vois pas de like. Vous pensez que c'est de l'amusement en fait. Donc si sur TikTok, je vois que personne ne like, personne ne partage, je coupe. Et c'est tout. Et je travaille en soum-soum avec les associations, les ONG internationales avec lesquelles je travaille, point barre. Et les mêmes voleurs de la République continueront à faire ce qu'ils veulent. Or, aujourd'hui, le rôle de la dénonciation, c'est quoi? C'est que lorsque vous les voyez dans les administrations, qu'ils puissent avoir au moins honte de vous. Voilà le rôle de cette première dénonciation. Mais ce n'est pas parce que je dénonce là sur TikTok que les choses vont changer. Hein. Les choses vont changer à cause des actions que nous allons entreprendre. Et ça commence par ça. Donc je vous disais aujourd'hui que le général Oligui est en train d'emprunter des milliards et des milliards à ces entreprises, à ces compagnies, à ces hommes d'affaires véreux. Ces hommes d'affaires véreux qui, au même moment, vous voyez par exemple le Bénin qui a emprunté de l'argent sur les marchés internationaux, qui a emprunté plus d'argent, je crois 1 million de dollars, ou je ne sais plus combien de millions de dollars sur le marché international, avec un taux d'intérêt de 6%. Mais le Gabon a emprunté la moitié que ce que le Bénin a emprunté auprès de ces compagnies douteuses, mais rembourse plus de 12%. C'est un scandale actuellement à l'international. Vous, au Gabon, vous filtrez l'information. La presse, les journalistes, la communication de Laurence Ndong et autres ne vous dira jamais, ne vous mettra jamais ces informations. La preuve, depuis qu'il y a ces scandales financiers, est-ce que vous les voyez communiquer? Je vous mets au défi même de sortir un seul journal qui parle de l'arrestation du directeur de cabinet de Charles Ba. Un seul. Sortez-moi un journal. Vous ne trouverez pas. Donc aujourd'hui, vous avez que Oligui est en train dangereusement d'endetter le Gabon. Mais en plus d'endetter, quel est le deal qu'Oligui a fait auprès de ces compagnies? Est-ce que comme Ali, c'est plus de la moitié des forêts gabonaises qui ont été bradées à Olam comme Ali avait fait? Est-ce que c'est notre sous-sol? Est-ce que ce sont nos richesses halieutiques? Donc la possibilité à ces gens de confisquer en fait toutes nos richesses de poissons sur toutes nos côtes? Qu'est-ce que le général Oligui a donné en contrepartie? Voilà les questions que nous devons nous poser. Et voilà aujourd'hui ce qu'Oligui et toute sa communication doivent nous dire. Je n'ai pas besoin que des gens viennent nous raconter leur blablabla, viennent chanter la louange, les gloires d'Oligui. Ça, nous avons eu ça. Nous avons eu les Blaboy qui ont su très bien le faire. Nous avons les Akombesui Boy qui ont su très bien le faire. Ça n'a pas empêché que le Gabon est dans cette position. Donc ces gens-là, sachez une chose, c'est que cet argent qu'Oligui est en train de prendre, si cet argent n'est pas remboursé, ne vous étonnez pas si un jour vous apprenez que il y a une rébellion dans le pays, une partie du pays, ceci, cela, parce que c'est toujours comme ça qu'il procède. Donc vous comprenez que dès l'instant où Oligui, soi-disant, a pris le pouvoir, a décidé de continuer le pouvoir avec les mêmes mafieux, rien de bon ne pouvait sortir de ce pouvoir et rien de bon ne pourra sortir. Vous pensez qu'Oligui, qui a été incapable de sanctionner son petit frère, peut sanctionner le fils de Mboranso? Vous pensez? Mais voilà pourquoi aujourd'hui, Fabrice Mongo, alias Big Bisou, est là de retour au Gabon. Voilà pourquoi le DC, directeur de cabinet de Charles Ba, est là. Voilà pourquoi, malgré tout, Charles Ba est là. Vous comprenez? Je vous ai parlé de « je te tiens, tu me tiens ». Lorsque nous étions au primaire, nous avions ce jeu. C'était, on se mettait en face et puis chacun attrapait le menton de l'autre. Et on disait « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Le premier qui rira aura une tapette, aura une gifle. Donc, ils sont tous là, ils se regardent, chacun tient l'autre. Le premier qui osera taper recevra aussi.
Voilà la situation dans laquelle est le pays. Est-ce que vous comprenez? De la même manière qu'Oligui avec son frère ont créé les Osiman, sont en train de mettre en place leur vaste réseau, c'est de la même manière que tous les autres sont là, infiltrés partout, à la présidence, partout, même dans Osiman, ils sont là-bas. Voilà pourquoi je dis, vous avez vu, j'ai fait une publication la semaine dernière où je disais à Charles Mba que tu sais qu'ils vont te dégommer, mais ne tombe pas seul, envoyez la doc. Donc vous là qui dites, oh Rekula, tu es manipulé, tu es en train de faire le jeu d'Osiman, c'est Osiman qui est derrière. Mais je m'en fous. Je m'en fous que ça soit Osiman qui s'est débrouillé à m'envoyer des éléments incriminant les anciens barons. Je m'en fous que les anciens barons ou que les Omariens m'envoient aussi la doc pour incriminer les gens d'Osiman, c'est tout. Votre guerre interne ne m'intéresse pas, je m'en tape. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse retrouver enfin un pays. C'est que je puisse enfin rentrer dans mon pays. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous voyez des gens comme Bob le Fou, alias Serge, mon grand frère Serge, des gens comme Princesse, tous les activistes que vous voyez. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons, parce que nous avons conscience que si rien ne bouge, nous allons finir nos jours à l'étranger. Je pensais qu'avec ce coup d'État, les choses auraient pu changer. Voilà pourquoi je suis revenu au Gabon. Mais quand j'ai vu, j'ai été au cœur, j'ai vu la naissance d'Osiman, les réunions avec tous ces gens-là, monde de cristal, je dis, hé Seigneur, donc nous ne sommes pas sortis. Mais jusque-là, j'avais encore le bénéfice du doute. Je me suis dit, je participe, je mets les organes au dialogue. Et vous avez vu. Ça a été pour moi l'élément, ça a été pour moi la goutte d'eau qui a achevé de me convaincre qu'en réalité, rien n'a changé. Mais vous voyez les mêmes gens, toujours à court d'arguments, qui ne peuvent rien. Oh non, en fait, tu fais ça parce que tu attendais nomination. Nomination, hein? Nomination de quoi? Tenez, je vais vous donner une information. Je vous avais dit que j'avais souhaité, Oligui d'ailleurs lui-même, rencontrer Oligui par rapport à l'affaire Perenco. C'était ça le but de notre rencontre. Et ce jour-là, il avait dépêché quelqu'un qu'il avait fait venir des États-Unis, qu'il avait nommé directeur des hydrocarbures. Nous étions à 3, nous avons discuté, nous nous sommes dit un certain nombre de choses. Le général Oligui m'a mis en contact avec des éléments qui gèrent la task force concernant le pétrole, avec qui j'étais même déjà entré en contact. Mais le directeur des hydrocarbures est où aujourd'hui? Vous qui parlez là, qui dites Orikula, Orikula, il est où aujourd'hui? Il a repris son avion, il est reparti chez lui aux États-Unis. Hein? Parce qu'un certain Marcel Abeke estimait que ce qu'Oligui avait fait n'était pas normal. Il a scindé la direction des hydrocarbures en deux. Il a repris le contrôle sur la direction des hydrocarbures. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le directeur des hydrocarbures, tout ce qu'il faisait, il le faisait sous les ordres directs du général Oligui. Donc il n'avait pas de compte à rendre aux ministres et autres. Et vous vous rappelez que mon grand frère Chamberlain avait fait plusieurs sorties en disant oui, le directeur des hydrocarbures est au-dessus du ministre, se prend pour qui, etc. Mais mon grand frère Chamberlain n'avait pas l'information que moi j'avais. Il ne savait pas que le directeur des hydrocarbures travaillait directement sous les ordres d'Oligui et qu'il a trouvé des choses mais terribles. Mais que leur réseau mis en place, avec à sa tête M. Marcel Abeke, voulait casser ce qu'il faisait. Et ils ont réussi à casser. Le général Oligui s'est plié, la direction des hydrocarbures a été scindée, et le directeur des hydrocarbures, recruté par le général Oligui depuis les États-Unis, a dit non, moi je suis venu pour faire un travail. Et comme je ne peux pas faire ce travail parce que ces réseaux sont trop forts, je démissionne et je rentre. Allez-y vérifier. Dites-moi si ce que je dis est faux. Vous savez l'information, vous avez l'information qu'on crée. L'information que les réseaux de propagande créent. Et vous avez des gens qui sont au cœur de l'information. Allez-y. Donc mes frères,
Tout ce que vous voyez que je fais, beaucoup me disent, oh, fais attention, même en France. Mais oui, mes frères, je le sais. Tout à l'heure, Landry Amian m'a dit, ah, tu parles, tu as fui parce qu'on voulait t'arrêter. Parce que vous savez, pour tuer quelqu'un, ces gens pour vous tuer, qu'est-ce qu'ils vont d'abord faire? Ils vont d'abord toucher votre réputation. Ils vont d'abord vous faire passer pour quelqu'un de corrompu, pour quelqu'un de lâche. Et j'ai rappelé ceci à Landry Amian. J'ai dit, ah bon? Donc je suis en France parce que j'ai fui, il paraît qu'on voulait m'arrêter. Mais j'ai rappelé à Landry Amian que, mais justement, ce qui a fait en sorte que je devienne activiste, c'est parce que j'avais été contacté pour réaliser des films qui n'avaient rien à voir avec la politique et que ces films ne m'ont jamais été payés. Et que lorsque justement ces gens m'ont pris, m'ont amené à la DGR, tout ça, et qui m'ont demandé de signer des faux aveux en me disant qu'ils allaient m'enfermer. Landry Amian, tu ne te rappelles pas que j'ai refusé de me soumettre? Quels ont été les premiers actes que j'ai faits? J'avais rendu public tous les marchés que j'avais avec cette chaîne Gabon 24 pour montrer aux Gabonais que, ah, s'il y a des gens qui ont des marchés par corruption ou par quoi, oh, moi, ce n'est pas mon cas. Tout a été fait de façon propre dans les règles de l'art. Et j'ai rendu tout public. Vous vous rappelez que ça ne les a pas empêchés de me déférer au parquet, de me demander de signer de faux aveux et même de me juger. Donc Landry Amian, quand tu dis que oh, j'ai fui parce que j'avais peur d'être arrêté. Landry Amian, s'il y a bien un activiste qui a commencé son activiste au Gabon et non à l'étranger comme vous tous, c'est moi, Rekula. S'il y a bien un activiste qui a dit merde à Noureddine, à Sylvia en face, c'est bien moi, Rekula. S'il y a bien un activiste qui, avant même d'être activiste, de par sa société, était souvent sollicité dans les ministères pour filmer des conférences, pour filmer telle ou telle chose, qui est allé à Bongoville, dormi dans les palais présidentiels à Bongoville, à Franceville, qui a été invité à la Sabière par la fille de l'ancien président, qui voulait me nommer, etc. Oui, to be winners, qui voulait me nommer et autres, et qui a refusé ces nominations, c'est bien moi, Rekula. Donc, Landry Amian, de quoi tu parles? Lorsque